Aujourd'hui est un jour important dans la vie de mon Rotary Club Colmar Bartoli qui organise ici même, en ce moment même, la dernière des 4 conférences du cycle appelé pour la circonstance les éco-confs du Rotary et de la CCI. Si j'ai tenu cette année à inscrire ces conférences au programme de mon club, c'est que les Rotariens sont avant tout des professionnels qui s'intéressent aussi à l'économie et au développement local, même si l'image publique du Rotary concerne davantage les aspects caritatifs, qui visent d'ailleurs à régler des problèmes qui très souvent ne peuvent pas être résolus sans un développement économique. Ce premier cycle de conférences économiques, qui, je le souhaite, connaîtra d'autres beaux épisodes dans le futur, et en partenariat bien sûr avec la CCI, a une petite particularité. En effet, Hervé Franz, Annie Free, Thierry Kahn, qui furent les premiers conférenciers de ce cycle, et Brigitte Klinkert aujourd'hui, sont tous les 4 Rotariens. On peut bien sûr se poser la question de ce qui pousse ces entrepreneurs et ces personnalités politiques aux agendas hyper chargés de consacrer un peu de leur précieux temps au Rotary. Ce sont les valeurs que nous partageons et le désir de servir d'abord. Le Rotary réunit des décideurs de tous les continents, toutes les cultures et professions qui échangent des idées et qui passent à l'action au niveau local et au niveau international. Au Rotary, nous nouons des liens d'amitié dans notre ville, mais aussi dans les 200 pays de la planète où le Rotary est présent. Concrètement, un Rotarien d'ici ou d'ailleurs sera le bienvenu partout dans les 35 000 Rotary Clubs du monde, accessibles grâce à une appli que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Au Rotary, nous honorons nos engagements. Nous représentons la somme de perspectives diverses. Les Rotariens font place à l'action. Ils sont motivés par le désir de créer des opportunités, de renforcer la collectivité et de trouver des solutions aux problèmes les plus pressants. Le Rotary est un formidable réseau de professionnels, une communauté de 1,2 million d'hommes et de femmes, avec des professions et des expériences très variées. Les Rotary Clubs agissent à tous les niveaux et inspirent les Rotariens, leurs voisins et leurs familles à partager leurs visions, à échanger des idées et à passer à l'action pour avoir un impact réel et durable. Tout cela dans la convivialité et l'amitié. Ensemble, nous faisons la promotion de la paix en encourageant le dialogue pour favoriser la compréhension entre les cultures. Ensemble, nous luttons contre les maladies en éduquant et en équipant les communautés afin qu'elles stoppent la propagation de maladies évitables ou mortelles. Polio Plus est un très bel exemple de ce que nous pouvons faire lorsque nous nous mobilisons. Ensemble, nous soutenons l'éducation et luttons contre l'illettrisme. Et pour terminer cette énumération, ensemble, nous développons les économies locales en créant des opportunités individuelles et collectives, parfois au bout du monde, mais aussi dans notre région, où la lutte contre le fléau du chômage fait aussi partie de nos domaines d'intervention. Au Rotary, nous valorisons la force de la jeunesse. Nous avons foi en la jeunesse, car nous avons foi en notre avenir. Avec le RILA, nous participons à la formation des leaders de demain. Avec les échanges de jeunes, nous aidons près de 9000 jeunes chaque année à devenir de véritables citoyens du monde. Alors les jeunes qui bénéficient de ce programme, il y en a parmi nous, ils sont facilement reconnaissables car ils sont jeunes et ils portent de magnifiques vestes bleues, Bleu France, épinglées de pins. Ils viennent, ou plutôt elles viennent, du Brésil, de Colombie, des États-Unis, d'Indonésie ou encore des Philippines, et elles sont dans notre ville pour une année. C'est aussi ainsi l'affirmation de notre vocation universaliste. Plus près de nous, il y a beaucoup de Rotariens dans la salle, je m'en réjouis, et dans quelques instants, nous aurons également une Rotarienne à la tribune
puisque j'ai le plaisir et la fierté de compter Brigitte Linkert parmi les membres du Rotary Colmar-Bartholdi. Et il y a bien sûr des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants dans la salle, parfois rotariens, mais c'est vous, les entrepreneurs, qui êtes les acteurs principaux de notre économie alsacienne, puisque c'est vous qui créez des emplois et des richesses. Faisons tous ensemble cette Alsace riche qui saura ensuite se montrer généreuse. Avant de céder la parole à M. Georges Tischmacher, je souhaite une bonne soirée et de beaux échanges à notre conférencière et à vous tous. Merci pour votre écoute. Merci Rémi pour cette brillante présentation, puisque les valeurs du Rotary sont aussi présentes dans les entreprises, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Merci Pascal. Chers amis, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de prendre la parole à la place de Christian Roth, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Et je m'associe aux salutations qui ont été faites et vous souhaite la bienvenue au CREF, équipement de la CCI Alsace Eurométropole. Il y a un peu plus d'un an, la nouvelle CCI Alsace Eurométropole a été portée sur les fonds baptismaux. Cette CCI est issue de la fusion des trois anciennes CCI de Strasbourg du Bas-Rhin, de Colmar et du Centre-Alsace et du Sud-Alsace-Mulhouse. Notre nouvelle chambre s'est construite sur deux axes majeurs: l'union pour une force de frappe supérieure et la volonté de porter ensemble la voix de l'Alsace, mais aussi le respect des territoires par le maintien de la proximité et de services toujours rendus au plus près des entreprises. Unis, nous sommes plus forts pour défendre les intérêts alsaciens face à tous les acteurs du monde économique. Nous pouvons également ainsi affirmer nos liens avec nos voisins allemands et suisses. Ils ont leur force et leur réussite, et le transfrontalier est une vraie priorité pour la CCI. Bien entendu, nous devons accompagner plus d'entreprises à l'export, leur faire découvrir de nouveaux territoires, conquérir de nouveaux marchés. C'est ça l'aventure de l'export, et nous sommes reconnus, nous CCI, comme l'un des acteurs majeurs. D'autant plus que nos équipes, très récemment, travaillent maintenant de concert avec Business France. Nous voulons mieux encore accompagner celles et ceux qui relèvent le défi de la création ou de la reprise d'entreprise, dont c'est souvent le projet d'une vie. Nos services les aident à démarrer, à se développer, à transmettre. Nous devons également, le cas échéant, les aider à se relever et peut-être même revendiquer un droit à échouer et à recommencer. Parce qu'on apprend davantage de ses échecs que de ses succès. Enfin, je voulais vous parler d'une autre activité forte de la CCI, la formation. La CCI ou les CCI sont le deuxième acteur de la formation après l'éducation nationale. Notre centre de formation CCI Campus forme chaque année plus de 10 000 personnes en Alsace au travers de la formation continue et de l'apprentissage, et dans le domaine les plus variés, comme l'informatique, les langues étrangères, la sécurité, langues étrangères, où je pense que Mme Klinkert aura un mot à dire, la sécurité, la qualité, et cela toujours en lien direct avec les besoins et les attentes des entreprises. Nous nous impliquons pour mieux faire connaître le monde de l'entreprise dans les écoles, les universités, tant auprès des élèves que, par moments aussi, auprès des enseignants. Vous l'avez compris, les CCI alsaciennes ont fait le choix de fusionner pour gagner en force de frappe. Mais il n'est pas question d'abandonner notre ancrage territorial et notre présence au plus près des entreprises. De façon originale, nous avons adopté une charte d'organisation et de fonctionnement qui a conduit à la création de 3 délégations au sein de la CCI Alsace, Eurométropole, la délégation de Strasbourg, la délégation de Mulhouse, et notre délégation de Colmar et du Centre-Alsace qui compte aujourd'hui 16 membres élus par les chefs d'entreprise que vous êtes. Cette charte fédérale, innovante, garantit à chaque territoire alsacien la prise en compte de ses spécificités, préserve les relations avec les décideurs locaux
et permet de déployer des actions locales dans chaque bassin économique. Dans un autre domaine, notre délégation de Colmar continue à gérer directement les concessions dont elle a la charge, à savoir le port de plaisance de Colmar avec son aire d'accueil de camping-car et le port rhénan de Colmar-Neuvrusac. La délégation de Colmar continue à gérer ses filiales, elles sont au l'ordre de 3, la Société de construction des exploitations des silos de Vogelsheim. Vous le savez, c'est un silo à maïs de plus de 40 000 tonnes de capacité. Colmar Expo SA, que vous connaissez, et dont les manifestations emblématiques sont la foire au vin et le Salon international du tourisme et des voyages. Colmar Expo qui vient de prendre une décision de moderniser encore une fois le site et de développer son activité. Et enfin le CREF, où nous vous recevons ce soir. Notre CCI a un rôle de premier plan en matière de développement économique sur tous nos territoires, en initiant des projets et en étant leader sur les stratégies économiques. Elle est forte de sa nouvelle organisation, homogène et plus efficace. Elle est forte de son ancrage profond dans le territoire, et elle est forte de la volonté d'action des chefs d'entreprise élus et de la compétence de ses collaborateurs. Ce soir, à la CCI, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter notre première éco-conf en partenariat avec le Rotary Colmar-Barthélemy. J'ai également le grand plaisir d'accueillir notre conférencière, Madame Brigitte Klinkert. Depuis le 1er septembre 2017, vous êtes présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin. Après des études de droit, vous avez commencé par travailler dans l'administration. Natif de Colmar, vous allez progressivement rejoindre l'engagement familial. Nous le savons tous, votre grand-père était Joseph Ray, ancien maire et grande figure démocrate chrétienne de Colmar. Vous expliquez votre entrée en politique par la volonté d'aider. En 1983, vous êtes élu conseiller municipal de la ville de Colmar. En 1994, vous entrez au Conseil général du Haut-Rhin et en 2001, vous en devenez la première vice-présidente. Aujourd'hui, quand vous entrez au Conseil départemental, vous êtes la première femme. À 37 ans, vous êtes aussi la plus jeune. Aujourd'hui, Brigitte Klinkert fait partie des 11 femmes qui dirigent un département, à peine 10% des présidences, malgré la loi sur la parité et la fin du cumul des mandats. En septembre 2017, vous êtes élue à l'unanimité présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin. Vos priorités, l'emploi, les jeunes et l'Alsace. Nous ne pouvons que souligner votre engagement et votre ténacité avec Frédéric Biry pour la création d'une collectivité territoriale alsacienne unique. Les présidents des deux départements ont remis mardi 29 mai au préfet de région leur rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace, proposant d'évoluer vers une euro-collectivité d'Alsace au sein de la région Grand Est. Femme de conviction, vous gardez votre simplicité qui vous a toujours caractérisé. Femme de consensus, vous devenez une femme de caractère, vous demeurez une femme de caractère, pardon. Femme fidèle à ses valeurs, vous suscitez la confiance. À titre personnel, comme chef d'entreprise et en qualité de membre de la CCI, je suis impatient de vous entendre, Madame Klinkert, sur la thématique que vous développez ce soir, les défis de l'économie alsacienne dans l'espace rhénan. Merci. Merci à vous tous d'avoir pris le temps ce soir pour venir discuter des défis de l'économie alsacienne dans l'espace rhénan. Mais je n'oublie pas que je suis rotarienne, cher président, cher Rémi Brandmazen, et servir d'abord, c'est la maxime que se sont fixés les clubs Rotary. Et cela, il y a déjà plus de 110 ans, à l'aube du XXe siècle. Alors cette devise, mesdames, messieurs, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je la fais mienne, servir d'abord. Elle témoigne de votre engagement, j'ai envie de dire de notre engagement social et politique, mais aussi et surtout de notre passion pour l'engagement, parce que c'est bien cela le cœur
des clubs-services, du Rotary et des clubs-services en général, c'est le service de l'autre. Alors faire du service public un service du public, c'est aussi une mission que je me fixe au quotidien pour conduire mon mandat de présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Ce n'est pas chose aisée, loin de là, mais je peux vous assurer que j'y œuvre avec tout l'optimisme de ma volonté et avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères, tout d'abord à Rémi Brandneisen, président du Rotary Colmar-Bartholdi, et à toute l'équipe qui, autour de lui, a permis l'organisation de cette soirée, parce que j'ai vu les messages qui sont passés, j'ai vu tout le travail qui a été fait. C'est un travail énorme. Grand merci et bravo à vous. Merci également à la Chambre de commerce et d'industrie, à Madame Christiane Roth, bien sûr, qui m'a fait un petit message ce matin pour s'excuser de ne pas être parmi nous, mais Georges Tichemaché, vous la représentez bien parmi nous. Merci à vous donc pour votre présence aussi. Alors je sais en effet que c'est le partenariat entre le Rotary et la Chambre de commerce qui a rendu cet événement possible ce soir. Je voudrais saluer le travail de tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation et merci à vous tous surtout pour votre présence. Aujourd'hui, j'ai un sujet de dissertation, j'ai envie de dire, un sujet de dissertation économique qui m'a été donné. Il pourrait certainement inspirer les candidats au baccalauréat. Pour ma part, je ne suis pas une économiste, j'ai fait des études de droit et des études d'administration, et donc c'est la vision de l'élu que je suis et de la présidente du conseil départemental que je vais vous donner. Le sujet est là, les défis de l'économie alsacienne dans l'espace rhénan. C'est un sujet vaste, mais je vais essayer de m'efforcer d'être concise pour nous permettre ensuite un temps d'échange. Pour fonctionner, mesdames, messieurs, vous le savez, une société a besoin d'emploi et de créer de la richesse. Et ce sont les entrepreneurs et les entrepreneuses qui le font. Notre rôle, à nous, collectivités publiques, c'est de le rendre possible, l'emploi, de l'encourager et de le faciliter. Alors face à ce constat, quel est le rôle des collectivités territoriales? La loi assigne en matière de développement économique un rôle particulier à la collectivité régionale, donc en l'occurrence chez nous, à la région Grand Est. Mais sur un tel sujet, il est clair que toutes les collectivités sont sur le même bateau. L'économie ne peut être réduite à une seule strate de collectivité, tant elle irrigue notre action d'élus au quotidien. Et j'ai coutume de dire, et notamment au préfet lorsque je le rencontre, que je fais tous les jours de l'économie, et j'ai envie de dire, et je me tourne vers mes collègues conseillers départementaux, heureusement que nous nous occupons d'économie au quotidien. Comment accompagner les plus fragiles grâce aux services sociaux, qui sont les services sociaux pour la plupart de la compétence du conseil départemental? Comment faire sans les insérer dans notre économie? Comment aussi planifier une route? Les routes sont aussi de la compétence du département, sans prendre en compte les flux économiques et la mobilité, qui est un facteur clé de la compétitivité. Enfin, comment organiser l'aménagement d'un territoire sans toucher du doigt la structuration économique de ce même territoire. Alors le conseil départemental du Haut-Rhin s'est fixé comme cheval de bataille l'emploi.
et nous partageons cette priorité avec Frédéric Biry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin. Nos administrations œuvrent au quotidien, pour le développement de l'économie de proximité. Et je dois même vous dire que je suis étonnée, pour ne pas dire subjuguée, de l'investissement de nos collaborateurs. Un exemple, et je me tourne vers Lucien Muller, nous avons appris il y a quelques jours qu'il y aurait des suppressions d'emplois chez RICO. Alors évidemment, la DIRA, qui est le bras armé économique des deux départements alsaciens, s'est tout de suite mis en contact avec le patron de RICO pour voir comment on pouvait les aider. Mais j'ai tout de suite reçu un mail de notre directrice de la solidarité qui me dit « Eh bien, est-ce que je peux contacter le patron de RICO pour voir comment aider les personnes qui, demain, vont se retrouver sans emploi ?» Donc c'est juste formidable d'être entouré de collaborateurs qui sont autant proactifs. Nous agissons aussi pour le tourisme qui génère des richesses et qui participe du dynamisme de nos territoires. Nous nous engageons dans des sociétés d'économie mixte. Ça va être le cas dans le cadre de l'après Fessenheim, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, pour mieux coopérer et travailler avec nos partenaires et attirer en l'occurrence des entreprises allemandes en manque de place dans leur zone d'activité, en manque aussi de salariés de l'autre côté du Rhin. Vous l'aurez compris, nous avons tous un rôle à jouer au service de notre économie. Il faut, pour réussir, une alliance de l'ensemble des territoires et une alliance de l'ensemble des compétences. Pour renforcer nos atouts économiques et aussi pour capitaliser sur la recherche, sur l'innovation, j'ai une conviction qui est profonde et qui guide mon action. Le potentiel de développement de l'économie alsacienne est dans l'espace rhénan. Cet espace rhénan, c'est d'ailleurs, mesdames, messieurs, je ne vous apprends rien, c'est notre bassin de vie, c'est notre territoire naturel de vie. Cette vallée qui, depuis des siècles, constitue notre bassin de vie et aussi notre échelle de développement et notre échelle de développement économique. Alors je vais successivement vous présenter les dynamiques de cet espace rhénan, insister sur l'intégration de l'Alsace à cet espace, détailler les défis de l'économie alsacienne qui impliquent que nos territoires, que des orientations claires soient actées, et enfin esquisser des pistes de réponse au travers des projets que nous portons et qui visent à inscrire davantage l'économie alsacienne dans l'espace rhénan. Alors tout d'abord, quelles sont les dynamiques de l'espace rhénan? L'espace rhénan, c'est d'abord un fleuve, mais le Rhin, mesdames, messieurs, n'est pas un simple cours d'eau comme un autre. Et Victor Hugo, déjà, écrivait, je cite, « Il y a toute l'histoire de l'Europe dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France, dans ce murmure profond qui fait rêver l'Allemagne. » Et admiratif, laudatif aussi, Victor Hugo conclut « Le Rhin réunit tout. Le Rhin réunit tout. » Victor Hugo avait déjà tout compris. La fraternité, c'est bien là le cœur de l'humanisme rhénan, et les deux rives du Rhin sont unies par une communauté de destin. Oui, mesdames, messieurs, le Rhin, c'est un symbole d'abord, malheureusement, des guerres du passé. Le symbole, aujourd'hui, et fort heureusement, d'une réconciliation. Le Rhin est aussi, et pour toujours, un symbole d'un rêve d'Europe. Le Rhin est un facteur d'opportunité que nous devons saisir.
Le Rhin est en effet l'axe structurant de la baleine bleue, cette dorsale européenne de 70 millions d'habitants, puissante et dynamique, qui va de Londres à Milan. De Bâle à Strasbourg, de Cologne à Rotterdam, les grandes cités marchandes du bassin rhénan sont des ports européens importants qui tissent un véritable réseau économique et industriel très dense et dynamique au fil de l'eau. Ce sont des comptoirs qui sont dynamiques, un collier de perles, j'ai envie de dire, qui relie notre territoire, qui est celui du Rhin supérieur, à la mondialisation. Le Rhin supérieur comprend 4 territoires, l'Alsace, le nord-ouest de la Suisse, le pays de Bade et l'extrême sud du Palatinat. L'Alsace et le pays de Bade représentent 3/4 de cet espace, et malgré la trinationalité de ce territoire, il n'est pas fragmenté. L'espace rhénan, ça n'est pas un slogan, mais c'est un bassin de vie qui a sa cohérence. L'espace rhénan, c'est aussi une vallée qui structure les flux, une plaine qui est entourée de massifs montagneux qui constituent les limites de cet espace. À l'est, évidemment, la forêt noire, à l'ouest, les Vosges, au sud, le Jura. Et sur cette plaine cohabitent près de 6 millions d'habitants au sein de 4 conurbations, Bâle-Mulhouse, Colmar-Fribourg, Strasbourg-Kiel et Karlsruhe. Le dynamisme de cette zone est sans égal. Le PIB, en effet, de l'espace du Rhin supérieur n'atteint pas moins que 209 milliards d'euros. La force de ce bassin de vie, c'est d'être, bien sûr, un espace industrialisé, mais c'est aussi un hub pour le développement de l'économie de la connaissance. Le Rhin supérieur, c'est le territoire le plus vaste de concentration de chercheurs au monde. En effet, ce sont 170 000 étudiants qui se concentrent dans le Rhin supérieur entre Bâle, Strasbourg et Fribourg, qui figurent régulièrement dans le classement des universités les meilleures, dans les 100 meilleures universités au niveau mondial. Je ne vous apprendrai rien non plus que le Rhin supérieur s'illustre par des prix Nobel. L'université de Strasbourg, par exemple, et vous le savez, on comprend 4, ce qui est quand même extraordinaire, Jean-Marie Lehn, Jules Hofmann, Martin Karplus et bien sûr le dernier, Jean-Pierre Sauvage. Un peu plus au nord, Karlsruhe Institute of Technology possède les atouts pour rivaliser avec le MIT américain dans le domaine informatique, notamment dans le domaine de la robotisation de pointe. Et au sud, l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse, qui possède des instituts qui font référence, notamment dans le domaine des matériaux, dans le domaine du textile intelligent, dans le domaine de la mécanique et de la chimie. Il y a un projet qui a été réalisé, qui est exceptionnel et qui est innovant, c'est le projet EUCOR, qui est en fait un campus européen, le premier campus européen, qui regroupe les 5 grandes universités du Rhin supérieur. Nous avons l'occasion de créer une université du Rhin supérieur à travers EUCOR, une université qui délivre des diplômes et des formations communes dans 3 langues européennes, le français, l'allemand et l'anglais. C'est là une opportunité unique de faire de ce bassin de vie, de ce bassin scientifique aussi, la seule université trinationale au monde et certainement l'une des 10 meilleures mondiales. Alors, mesdames, messieurs, ce haut niveau de qualification fait tout le dynamisme de l'espace rhénan, de l'espace économique, des marchés de l'emploi respectifs de la plupart des zones. L'économie de la Suisse du Nord-Ouest est proche du plein emploi, vous le savez certainement, avec à peu près 4% de chômage en 2017, et le Bade-Wurtemberg fait encore mieux, avec un peu plus de 3%. Ces chiffres illustrent bien
que c'est un réel moteur économique que cet espace rhénan. Rappelons-nous simplement qu'il y a quelques décennies, nous étions dans la même dynamique, mais je suis quelqu'un d'optimiste et je pense qu'on peut de nouveau arriver à recréer cette dynamique. Alors comment est-ce que notre Alsace s'intègre dans cet espace rhénan? L'économie alsacienne ne peut se penser sans cet espace rhénan. L'Alsace, région frontalière, région industrielle, affiche un taux d'ouverture vers les pays étrangers plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Le commerce extérieur alsacien est par ailleurs marqué par des spécificités. Notre commerce extérieur est d'abord très concentré sur un nombre limité de postes qui correspondent aux spécialités des pays germanophones, et d'autre part, il est faiblement diversifié par ses destinations et ses provenances géographiques. Vous l'aurez compris, ce sont les pays rhénans qui prédominent dans notre commerce extérieur. En ce qui concerne d'abord les spécialités alsaciennes, le territoire se distingue par une spécialisation marquée dans la fabrication de machines-outils et dans le domaine agroalimentaire et agricole. L'Alsace se distingue aussi par le poids important des exportations de matériel de transport, en particulier les produits de la filière automobile, qui est très présente localement. Ce secteur emploie environ 17 000 salariés en Alsace et dispose, vous le savez bien, de grandes unités de production. Je pense à PSA Peugeot Citroën près de Mulhouse, mais il y a également la présence d'autres entreprises de renom comme Mercedes-Benz, comme Bugatti à Molsheim, et de nombreux équipementiers qui alimentent bon nombre de constructeurs de l'espace rhénan. Parmi les autres marchandises industrielles, les exportations de produits chimiques sont également à très haut niveau. Les principales orientations orientées dans la chimie de base sont d'ailleurs établies dans le département du Haut-Rhin. Alors toutes ces spécialités, ce sont celles aussi des économies suisses et allemandes. Notre modèle économique est en fait, en quelque sorte, pas entièrement, mais quand même, c'est un modèle économique des pays germanophones, et il faut le reconnaître pour savoir capitaliser cet atout. Je me suis arrêtée sur ce que nous produisons. Examinons maintenant avec quels capitaux nous créons cette richesse. Le financement de l'économie alsacienne, lui aussi, est principalement rhénan. 50% des capitaux étrangers investis en Alsace, 50% viennent d'Allemagne et de Suisse. Pour les débouchés, les chiffres sont impressionnants. 1/3 de nos exportations alsaciennes vont directement vers l'Allemagne. L'Alsace, c'est beaucoup plus qu'un espace frontalier, c'est un espace véritablement transfrontalier, qui en raison du fonctionnement de son système économique est clairement en interdépendance avec ses voisins suisses et allemands. Alors quels sont nos défis? Quels sont les défis de notre économie dans cet espace? L'Alsace est très insérée dans ce tissu économique rhénan, et c'est encourageant. Pourtant, la situation alsacienne n'est pas pour autant marquée par une prospérité, bien au contraire. Le défi qui nous est posé, c'est que notre économie alsacienne ne bénéficie pas suffisamment du dynamisme de l'axe rhénan. Elle en est en quelque sorte même empêchée. Alors longtemps protégée des aléas de la conjoncture nationale par notre place privilégiée au cœur géographique, politique et culturel de l'Europe, c'est vrai que l'Alsace subit maintenant depuis 15 ans
un choc économique qui a ramené notre taux de chômage à des niveaux proches du taux national et dépassant même quelquefois ce taux national. En 2000, l'Alsace se distinguait par le taux de chômage le plus faible de France. On était à l'époque à 4,8%. Le secteur du Sundgau des Trois Frontières connaissait le taux de chômage le plus faible de France alors, derrière le pays de Gex. Et depuis, le chômage a augmenté dans des proportions énormes pour atteindre, à la fin de l'année dernière et début de cette année, 8,2%. C'est en Alsace que la progression du chômage a été la plus forte en 15 ans. Les dernières années ont été marquées par une croissance positive des structures, mais par un déclin de l'emploi. Le nombre d'établissements a augmenté, tandis que les créations de postes, eux, ont diminué. Et jamais durant les 5 dernières années, les taux d'évolution en termes d'emploi n'ont été aussi bas pour l'Alsace. Alors l'économie de notre région, l'économie alsacienne, connaît une forme de reconfiguration vers des activités de production qui sont plus intellectuelles. La production industrielle classique, quant à elle, connaît un déclin, au détriment d'ailleurs des agglomérations industrielles comme Mulhouse, qui un temps était surnommée la Manchester française. Et sur toutes ces zones, la création d'emplois tertiaires ne parvient pas à compenser la destruction d'emplois dans le secteur secondaire. Même dans les secteurs qu'on appelle les secteurs protégés, le constat est le même. Le développement du tourisme en Alsace connaît d'ailleurs aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, une tendance moins soutenue que les évolutions que peuvent connaître le Pays de Bade et la Suisse du Nord-Ouest. Il est vrai que nous partons déjà de très haut. Ceci étant, il faut quand même avoir ça en tête, le nombre de nuitées depuis 2011 a augmenté de 5,5% en Alsace, alors que dans la Suisse du Nord-Ouest, elle augmentait de 7,7%. J'ai envie de dire malgré les prix. Et dans le Pays de Bade, au même moment, elles ont augmenté les nuitées de 9,4%. C'est quand même à suivre. Le tourisme, ceci étant, je ne veux pas être alarmiste, loin de là, voilà, ce sont quand même des tendances, mais le tourisme reste malgré tout un moteur de l'attractivité de l'Alsace. Et j'ai eu l'occasion la semaine dernière de faire un déplacement au Japon. Je peux vous dire que l'Alsace intéresse les Japonais dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la culture et même dans le domaine économique, parce qu'aujourd'hui, et il faut le savoir, aujourd'hui les entreprises japonaises cherchent de nouveau des têtes de pont en Europe, et du fait du Brexit, ça n'est plus l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, mais c'est plutôt la France, et plutôt la France aussi, parce que le fait d'avoir un pied en France leur permet d'être plus facilement en Afrique. Voilà donc un petit peu où on en est dans le domaine du tourisme. Nous étions longtemps protégés des aléas de la conjoncture nationale, je vous le disais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous... Je pense qu'il y a des possibilités pour nous. Nous avons beaucoup d'atouts en Alsace, des atouts humains déjà qui sont importants, qui sont reconnus à travers le monde, au Japon par exemple. Alors c'est le cas de tout un travail qui a été fait par des personnes que vous connaissez, comme André Klein, grâce au Centre européen d'études japonaises du Japon. Mais c'est curieux, lorsqu'on parle de l'Alsace au Japon, tout le monde sait à peu près où nous situer. Le tourisme aujourd'hui en Alsace concentre 37 000 emplois,
et le chiffre d'affaires des entreprises touristiques atteint quand même 2,2 milliards d'euros. Grâce aux 20 millions de touristes, je pense que beaucoup nous les envieraient, grâce aux 20 millions de touristes qui nous rendent visite chaque année. Alors pour chacun d'entre nous, le premier défi, mesdames, messieurs, je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, le premier défi reste celui de la langue et de la compréhension de l'autre. Nous avons 167 universités dans l'espace du Rhin supérieur, mais seulement 30 cursus universitaires ou trinationaux. Nous avons 96 000 frontaliers, soit un Alsacien sur 11 ou sur 12, et ce nombre a augmenté de 7% depuis 2002. Mais la tendance de l'évolution des frontaliers est clairement décroissante depuis le début des années 2010. J'entends déjà certains qui me diront « Vous défendez les riches Alsaciens qui vont travailler dans la pharmacie à Bâle ». Pas du tout, attention. Les frontaliers ne sont pas ceux que vous pensez. Parmi les travailleurs frontaliers, les ouvriers et les personnes titulaires d'un CAP, d'un BEP sont surreprésentés. Elles représentent 43%, donc presque la moitié des actifs qui travaillent à l'étranger et qui sont ouvriers, contre 27% contre 27% des actifs alsaciens. Donc il y en a 43% des actifs qui travaillent à l'étranger qui sont ouvriers, alors qu'il y en a 27% qui sont alsaciens. Dans les 20 prochaines années, il y aura un potentiel de 30 000 emplois disponibles pour les frontaliers qui maîtrisent la langue du voisin. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on envoie tous nos jeunes travailler en Allemagne ou en Suisse, mais ce sont quand même des chiffres qu'il faut réfléchir. C'est un constat qui est véritablement sans appel. La perte, je vois Thierry Kranzer qui est un militant, mais pas le seul dans la salle, c'est clair que la perte de la maîtrise du dialecte et de l'allemand a créé un fossé, un véritable fossé, entre la situation que nous connaissions dans les années 70, où beaucoup d'Alsaciens travaillaient de l'autre côté de la frontière, et la période actuelle. Aujourd'hui, c'est clair, les Alsaciens ne pratiquent plus suffisamment l'allemand. Et pire que cela, j'ai envie de dire que la perte de l'allemand n'a pas été remplacée par une meilleure pratique de l'anglais, l'anglais qui est devenu la langue de travail dans de nombreux domaines, comme au sein, par exemple, de la métropole bâloise. Alors, comment travailler dans l'informatique, à Karlsruhe, par exemple, sans une excellente maîtrise de l'anglais, qui est la langue d'usage de l'Internet? C'est, permettez-moi de le dire, la double peine pour les Alsaciens. Longtemps l'Alsace figurait dans le duo de tête des territoires français en termes de création de richesses par habitant. Aujourd'hui, nous sommes loin derrière l'Île-de-France, loin derrière Rhône-Alpes, loin derrière PACA. Ce n'est pas parce que l'Alsace fut particulièrement prospère dans la seconde moitié du XXe siècle que cette prospérité nous est acquise au XXIe siècle. Nous devons le comprendre et l'État à Paris doit aussi le comprendre. Parce que trop souvent, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, on voit des ministres venir en visite en Alsace et nous dire « Ah mais l'Alsace est une région qui est riche, un territoire qui est riche ». Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une image d'Épinal que celle d'une Alsace riche et qui ne veut partager avec personne. Ça ne correspond pas à la réalité. Relever ces défis dans ce contexte de défis pour l'économie alsacienne,
nous souhaitons dépasser, j'ai envie de dire, de nouvelles frontières, et en construisant des projets européens qui soient ambitieux. L'ancrage rhénan, c'est notre ADN, et c'est sur cela que nous devons capitaliser. Trop souvent, la frontière qui bloque n'est pas une frontière géographique, une frontière physique. La frontière qui bloque, c'est en fait celle qui manque d'imagination. J'aimerais vous parler rapidement de deux de nos grands projets pour relever ces défis. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, et je voudrais citer là le général de Gaulle qui disait « N'ayons pas peur de viser haut et de se tenir droit ». Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots sur le projet pour l'Alsace, l'Alsace institutionnelle. Vous lisez la presse, vous avez, je l'espère, participé à la consultation citoyenne sur Internet, mais j'aimerais vous donner quelques éléments de présentation de ce projet. Avant de réfléchir à ce que doit être l'Alsace institutionnelle que nous voulons construire, avec mon collègue Frédéric Biry, nous avons jugé indispensable de partir du projet. C'est ça qui nous porte, le projet, c'est-à-dire la vocation de l'Alsace demain, au service de ses habitants, au service de sa région et au service de la France. Nous avons voulu voir en quoi ce projet peut être une plus-value pour notre territoire et pour ses habitants. Alors notre projet de création d'une collectivité territoriale d'Alsace à statut particulier, ça n'est pas un projet de rupture, mais c'est un projet d'innovation au sein de la région Grand Est et au sein de la France. Il ne s'agit absolument pas, mais absolument pas pour nous, de revenir en arrière et même de revenir à ce que nous connaissions. Ce que nous voulons, c'est faire vraiment un bond en avant. Ce projet, c'est celui d'une collectivité dont l'ensemble de l'architecture de compétences tend à construire un véritable territoire transfrontalier et européen innovant. En fait, c'est simple, notre projet, c'est qu'à l'horizon 2050, l'Alsace puisse être le premier territoire transfrontalier intégré et européen. Et ceci grâce à des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de coopération transfrontalière en lien avec l'Allemagne et avec la Suisse. L'affirmation de l'ancrage rhénan de l'Alsace au sein du Grand Est et de la France constitue le fil conducteur de ce projet au service des intérêts de nos concitoyens. Ainsi, de la même façon qu'en reconnaissant le rôle moteur de l'Eurométropole de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg s'est vu confier des compétences spécifiques au sein du département du Bas-Rhin. Nous considérons qu'en raison de son potentiel, en raison de ses caractéristiques spécifiques, en raison de son rôle moteur, eh bien l'Alsace pourrait et l'Alsace devrait aussi se voir confier des compétences spécifiques au sein du Grand Est. Alors pour tirer parti du dynamisme économique de nos voisins, il s'agit pour nous, grâce à ce projet, de faire du multilinguisme une priorité. En mettant l'accent sur l'apprentissage de l'allemand et de l'anglais, nous souhaitons que le multilinguisme puisse devenir une réalité concrète dans l'ensemble des structures scolaires et universitaires. En effet, l'enseignement bilingue paritaire à l'école maternelle et élémentaire, qui ne concerne aujourd'hui que 500 élèves, doit être élargi, évidemment, afin de multiplier dès le plus jeune âge les contacts avec les pays germanophones. L'objectif est simple, l'objectif c'est qu'à terme, un enfant sur deux puisse suivre un cursus bilingue à parité horaire en maternelle, au primaire et au collège. Au lycée, la filière Abibac
doit être érigée en filière de référence et elle doit trouver aussi son prolongement dans le campus européen dont je parlais tout à l'heure. Ce campus européen permet différents cursus qui permettent donc alternativement d'étudier de part et d'autre du Rhin. Et cela existe d'ailleurs déjà dans le domaine de la chimie. Je peux vous parler tout à l'heure un petit peu plus des projets dans ce domaine si vous le souhaitez, mais je ne voudrais pas être trop longue. Nous voulons aussi que ce territoire, Alsace, soit un territoire au service de ses habitants et le dynamisme de la vie sociale, sportive et culturelle alsacienne doit être une priorité. Nous souhaitons aussi que les institutions culturelles et le patrimoine alsacien puissent être davantage mis en valeur. Nous souhaitons une véritable stratégie de soutien à la création alsacienne dans l'ensemble de ses versants, dans le domaine de la politique, du livre, dans le domaine du numérique, des arts visuels, du spectacle vivant. Le secteur du tourisme aussi tient une place prioritaire dans notre projet parce que, évidemment, à l'étranger et en France, c'est l'Alsace que l'on vend, c'est l'Alsace que l'on promeut, ça n'est pas le Grand Est. C'est également, mais je vais faire court, dans le domaine du sport, nous souhaitons également que les fédérations sportives, que les comités sportifs puissent demain de nouveau être à l'échelle de l'Alsace, parce qu'on voit tous les déplacements et tous les embêtements et tous les problèmes financiers aussi qui sont posés aux clubs sportifs aujourd'hui à l'échelle du Grand Est. L'ambition, c'est donc de construire un territoire européen et transfrontalier intégré qui soit l'avant-poste de la région, qui soit l'avant-poste de la France vers l'Allemagne, vers la Suisse et donc vers l'Europe. L'Alsace est aujourd'hui, au sein du Grand Est, un noyau dur de coopération transfrontalière, à la fois sur les sujets du quotidien, mais aussi sur les grands enjeux politiques et économiques de l'avenir. Nous voulons doter notre territoire d'une organisation et de compétences qui soient de nature à maximiser nos atouts, puisque nous avons des atouts énormes, et nos potentiels, et pour affirmer notre ambition européenne et servir nos intérêts stratégiques. Ce projet, avec mon collègue Frédéric Biry, nous l'avons remis au préfet de région mardi après-midi, c'est une première étape pour permettre la création de cette collectivité territoriale que nous appelons de nos vœux pour les élections, aujourd'hui on dit départementales, disons les élections locales de 2021. Deuxième projet sur lequel je veux m'arrêter 2-3 minutes, c'est Fessenheim. Le projet que nous construisons à la suite de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, je viens d'apprendre tout à l'heure par la presse qu'elle pourrait fermer l'année prochaine durant l'été. L'objectif est toujours reculé maintenant, on parle de l'été prochain, tant mieux. Moi je dis tant mieux, et je dis tant mieux pourquoi juste un petit mot là-dessus parce que c'est important. Le président Macron s'est engagé à fermer Fessenheim, pourquoi pas. Ce que je lui ai écrit et ce que j'ai eu l'occasion de lui dire, c'est que il s'est engagé à fermer en 2021 au plus tard. Voilà. Ce que je lui ai fait savoir, c'est que si on fermait aux dates qui ont été données par la sûreté, comment ça s'appelle, Étienne ? Le comité de sûreté nucléaire, l'État allait gagner 1,4 milliard d'euros que l'État devrait verser aux actionnaires si on ferme avant les dates qui ont été données par l'autorité de sûreté nucléaire, parce que les actionnaires, évidemment, vont réclamer des dédommagements. Voilà. Alors, c'est un projet... on sait que Fessenheim va fermer, donc il y a un défi à relever, et ce défi, avec l'ensemble des partenaires, nous voulons le relever. Nous souhaitons bâtir, là aussi, un projet européen
main dans la main avec nos partenaires allemands, parce que nous ne réussirons l'après Fessenheim que si c'est un projet franco-allemand. Nous voulons, j'ai envie de dire, grâce à l'après Fessenheim, faire du département du Haut-Rhin le premier département uniquement alimenté en énergie renouvelable. Nous travaillons ainsi sur des projets, j'ai envie de dire, qui tiennent la route, et même largement, dans le domaine de la méthanation, dans le domaine de la méthanisation, dans le domaine du développement des gaz verts, au service de nos citoyens, mais aussi au service de nos industries, parce que nous avons la chance d'avoir encore des industries importantes, et notamment le long du Rhin, et qui consomment la moitié de l'énergie produite. Alors pour multiplier le flux transfrontalier, notre projet vise aussi à engager des démarches de convergence fiscale et de convergence sociale avec nos voisins. Nous souhaitons créer ainsi plusieurs zones économiques à statut particulier, on pourrait dire des zones franco-allemandes dans notre département. En fait, nous souhaitons arriver à mettre en place une zone d'activité qui soit le pendant français du parc d'activité allemand, le Gewerbepark Breisgau, qui est juste de l'autre côté du Rhin. Alors nous souhaitons aussi agir sur les deux axes géographiques qui structurent le territoire rhénan. En effet, il s'agit d'améliorer les mobilités. Vous avez certainement vu que nous travaillons, et que c'est un sujet qui est vraiment à l'agenda, nous travaillons sur l'axe ferroviaire Colmar-Fribourg, qui est un projet qui date de 70 ans. Et nous allons avoir le 12 juin prochain, je crois, la première réunion du comité de pilotage franco-allemand qui va travailler sur ce projet. L'idée, c'est pas qu'une idée, c'est un projet. Une étude de faisabilité va être lancée au mois de juin et doit aboutir au mois de décembre de cette année. Et à partir de là, on pourra avancer. Mon idée, mais qui est en train de faire son chemin, c'est que ce soit un train à hydrogène. Pourquoi un train à hydrogène ? Parce que ça réclame quand même des investissements importants, et un train à hydrogène ne nécessiterait pas l'électrification de la ligne, et qui plus est, en Allemagne, la ligne vient d'être électrifiée, et un train à hydrogène peut circuler sur une ligne électrifiée. L'hydrogène, c'est aussi une énergie nouvelle. On peut envisager, l'un des projets, c'est sur la zone d'activité à proximité de Fessenheim, c'est une unité qui pourrait fabriquer des piles, des batteries d'hydrogène pour alimenter notamment des transports en commun. Il faut savoir qu'un train hydrogène circule sur 200 km du côté de Berlin. Il y a aussi des transports en commun à hydrogène du côté de Pau. Et en Islande, tous les transports en commun, tous les trains circulent à hydrogène. Mais je vais essayer de ne pas trop m'emporter parce que je suis passionnée sur ce dossier. Je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez. Il y a évidemment d'autres enjeux en termes de mobilité. C'est la desserte de l'Euro-Airport. C'est juste la desserte ferroviaire. C'est juste pas possible qu'il n'y ait pas de desserte ferroviaire de l'Euro-Airport aujourd'hui. Bâle-Mulhouse est devenu en quelque sorte l'aéroport de Strasbourg aussi. Il faut que les Strasbourgeois puissent venir, et les Colmariens évidemment, et les Mulhousiens aussi, puissent se rendre rapidement à l'Euro-Airport. Et il y a encore de nombreux dossiers, notamment routiers, qui doivent assurer le développement des mobilités dans notre région. J'ai parlé de Bâle-Mulhouse, j'ai parlé de Colmar-Fribourg. Je saute un petit peu pour aller plus vite. Je vais arriver à la conclusion, voilà. Et puis qu'on garde encore un petit moment de questions-réponses tout à l'heure. Je voudrais conclure, mesdames, messieurs, en vous disant que la bande rhénane permet toutes les audaces. Ça, j'en suis convaincue, et soyez-en vraiment convaincus. Nous devons simplement nous mobiliser tous, y croire, parce que la foi et la passion sont très importantes pour inventer un projet européen.
Notre vallée, notre espace rhénan permet toutes les audaces et depuis des millénaires, cet espace est branché sur l'innovation, est branché sur le commerce, est branché sur les échanges. Lamartine n'a pas dit pour rien que le Rhin est le Nil de l'Occident. Moi, j'y crois vraiment, mesdames, messieurs. L'Europe y a sa source et nous devons capitaliser sur cette génétique de l'esprit de réconciliation, sur cette génétique du travail bien fait, cette génétique de créativité et d'esprit d'entreprise. Les Alsaciens, nous avons, dans notre histoire, fait beaucoup de révolutions humanistes, des révolutions universitaires, religieuses et industrielles. C'est ce qui nous anime aujourd'hui. Osons relever de nouveaux défis. Merci pour votre attention.